Je circule sur une chaussée à 3 voies, à double sens de circulation. Ce type de route, sans ligne continue, est très dangereux car la voie centrale peut être utilisée dans les deux sens pour les dépassements. Elle peut également être utilisée par un conducteur qui ralentit pour tourner à gauche. Pour l'instant, la voie du milieu est libre, la visibilité vers l'avant est suffisante et personne n'est sur le point de me dépasser. Je peux donc emprunter celle-ci pour dépasser la voiture blanche. Toutefois, je devrais bien surveiller la circulation en sens contraire et m'assurer qu'aucun usager ne se prépare à emprunter entre-temps la voie centrale. Le fait d'aborder cette intersection ne m'empêche pas d'effectuer la manœuvre car je ne suis pas tenu d'y céder le passage. Le plus grand nombre d'enfants tués dans les accidents de la circulation le sont en tant que passagers de voiture. Ces petits voyageurs représentent la moitié des enfants tués sur la route. Le drame arrive souvent quand l'enfant n'est pas attaché ou quand le dispositif de retenue n'est pas adapté, mal utilisé ou tout simplement pas utilisé. Le panneau m'annonce une intersection avec priorité à droite à 150 mètres environ. Dans ces conditions, je ne peux dépasser qu'un 2 roues. Le cycliste semble rouler lentement, la visibilité est suffisante et personne n'est sur le point de me dépasser. Je peux donc entreprendre le dépassement de ce cycliste. La déclaration de perte ou de vol de la carte grise permet de circuler pendant 1 mois, alors que celle concernant le permis de conduire est valable 2 mois. La température du corps d'une victime en état de choc diminue considérablement. Il est donc important de la couvrir afin de la protéger d'une déperdition de chaleur. Les traces sur le pare-brise sont dues à une usure des balais d'essuie-glace. Elles m'empêchent de détecter efficacement des indices comme par exemple ce panneau. Je dois donc remplacer mes balais d'essuie-glace dès que possible. Il neige abondamment. Le fonctionnement des essuie-glaces par intermittence n'est pas suffisant. Pour être moins gêné par les flocons, j'augmente leur vitesse dès maintenant. La signalisation indique que le stationnement est interdit à gauche du panneau, sauf pour les véhicules électriques. En effet, le panonceau autorise le stationnement pendant la recharge de leurs accumulateurs. Cette opération ne durant que quelques heures, vous ne pouvez pas stationner pendant une journée complète. Afin que les feux tricolores soient plus visibles, leur taille peut varier en fonction de l'environnement. C'est pourquoi ils pourront être plus gros s'ils se trouvent à proximité de panneaux publicitaires. Cette installation est dangereuse car le haut du corps n'étant pas retenu, il va heurter brutalement ceux qui se trouvent devant lui en cas de choc. La ceinture 3 points est homologuée et doit être positionnée sur les os du bassin et de l'épaule. Passer sous le bras, c'est un défaut de port de la ceinture de sécurité, ce qui est interdit et passible d'une amende de 4e classe. Ce panneau annonce un carrefour à sens giratoire, mais il signale auparavant une intersection. Si je vais au Tilleroy, je ne serai pas obligé d'emprunter le carrefour à sens giratoire. Avant le rond-point, une bretelle permet de tourner à droite et de l'éviter. Si je vais à Dole, je tournerai donc avant ce carrefour à sens giratoire que je ne serai pas obligé d'emprunter. La position P d'une boîte de vitesse automatique permet de retenir un véhicule
arrêter ou stationner. Elle bloque la transmission. Pour la retirer, il faut d'abord appuyer sur la pédale de frein. Les 4 pneus doivent être de structure identique, mais aucune réglementation n'exige qu'ils soient de structure radiale. 2 pneus, montés sur un même essieu, doivent être de marque identique. En revanche, vous pouvez monter des pneus de marques différentes à l'arrière par rapport à l'avant. La profondeur des sculptures ne doit pas être inférieure à 1,6 mm. Les pneus doivent comporter des indicateurs d'usure permettant de voir quand la profondeur des rainures principales n'atteint plus que 1,6 mm. En agglomération, l'usage du klaxon n'est autorisé qu'en cas de danger immédiat. Du côté gauche, des piétons se trouvent sur le bord de la chaussée. À droite, le livreur risque d'empiéter sur la voie pour regagner son camion. Le danger prévisible n'est pas immédiat. Je ne dois donc pas klaxonner, mais je roule au pas. Les catadioptres triangulaires m'informent que ce poids lourd tracte une remorque ou semi-remorque. Il peut mesurer jusqu'à 18,75 m de long, voire 22 mètres, s'il s'agissait d'un ensemble de véhicules de travaux publics. J'aperçois nettement l'emplacement dédié à la plaque orange qui signale le transport de matières dangereuses et celui dédié au losange qui indique le symbole du danger. Ces 2 signaux n'étant pas en place, ce véhicule ne transporte pas de matières dangereuses. Le panneau blanc annonce la prochaine sortie par l'échangeur numéro 5, repérable sur une carte routière. Cette sortie, située à 14 km, permettra de rejoindre les localités de Saint-Jean-de-Laune et Auxonne. Le véhicule en face est peu visible. Son conducteur roule sans feu alors que la luminosité est faible. Je fais un bref appel lumineux avec les feux de route pour l'inviter à allumer ses feux de croisement. Dans ce tunnel, il n'y a pas de diode bleue pour m'indiquer l'intervalle de sécurité minimum. Je dois donc appliquer la règle générale, qui est de laisser un espace correspondant à au moins 2 secondes. La signalisation rappelle que la vitesse est limitée à 70 km/h. Dans ce cas, mon intervalle de sécurité avec la voiture qui me précède doit être d'au moins 42 mètres. Il est donc largement suffisant dans le cas présent. La plaque d'immatriculation d'un véhicule doit être lisible en toutes circonstances. Ce vélo n'est donc pas bien installé, car, masquant la plaque, il ne permet pas sa lecture. Le scooter qui me suit a allumé son clignotant gauche, vraisemblablement pour tourner à gauche à la prochaine intersection, tout comme moi. Étant donné sa position, il ne semble pas vouloir me dépasser. J'allume donc mon clignotant dès maintenant, afin d'avertir au plus vite les usagers de mon intention de tourner à gauche. La visibilité étant réduite par les chutes de neige, je dois prendre mes dispositions pour être bien vu par les autres usagers, sans pour autant les éblouir. Les seuls feux de position ne me rendraient pas suffisamment visible. Pour cela, je dois allumer les feux de croisement, mais je peux également les remplacer ou les compléter par les feux avant de brouillard. En revanche, je ne dois pas circuler en feu de route. Inutile dans ces conditions, il risquerait d'éblouir les autres usagers. La conduite après consommation de stupéfiants constitue un délit, pouvant donner lieu à un emprisonnement de 2 ans et non de 5 ans. Tout conducteur ou accompagnateur coupable de cette infraction risque également une amende de 4 500 €, une annulation pure et simple du permis de conduire
et une peine de travail d'intérêt général non rémunérée. Si je suis impliqué dans un accident corporel, je serai soumis de façon systématique à un dépistage de drogue, même si je ne suis pas considéré comme étant responsable. Sur ordre du procureur de la République, un dépistage préventif de drogue peut être effectué sur tout conducteur, même en l'absence d'accident ou d'infraction. Un conducteur débutant est en infraction dès que son alcoolémie atteint 0,10 mg par litre d'air expiré, ce qui correspond à 0,2 g par litre de sang. Après la période probatoire du permis, ce taux sera ramené à 0,25 mg par litre d'air expiré, soit 0,5 g par litre de sang. À partir de 0,40 mg par litre d'air expiré, soit 0,8 g par litre de sang, l'infraction devient un délit avec risque d'emprisonnement et aggravation des autres peines. Cette conductrice a bien un gilet de sécurité à portée de main puisqu'elle le prend dans le vide-poche. Mais elle aurait dû l'enfiler à l'intérieur du véhicule avant d'ouvrir la portière. Elle est donc en infraction. Le gilet permet d'être vu de très loin. En l'absence de ce dernier, cette conductrice ne sera pas aussi bien perçue. Elle est donc en danger. L'anti-patinage régule l'accélération pour limiter la perte d'adhérence des roues motrices. Il ralentit brièvement la rotation des roues qui patinent jusqu'à la reprise d'adhérence. La densité du trafic est telle que la circulation se fait en file ininterrompue. Dans ce cas, les files de véhicules ne circulent pas toujours à la même vitesse. Le fait qu'une file roule plus vite que l'autre n'est pas considéré comme un dépassement. Je peux donc continuer à la même allure tout en restant dans ma voie. Les radars automatiques permettent la constatation de certaines infractions sans interception du conducteur. Dans ces conditions, c'est le propriétaire du véhicule qui devra payer l'amende. Si je prête ma voiture à un ami qui commet un excès de vitesse ou ne respecte pas les distances de sécurité, je serai sanctionné, sauf si j'établis la preuve que ce n'était pas moi qui conduisais. Le véhicule blanc, dont le clignotant gauche est allumé, quitte son stationnement. Son conducteur, qui est égaré dans le sens contraire de la marche, a la visibilité masquée par la camionnette. S'il ne m'a pas encore aperçu, il risque de continuer à avancer. L'usager qui me suit a, quant à lui, allumé son clignotant gauche. Dans cette situation particulière, si je laisse passer le véhicule blanc, il risque d'entrer en collision avec le conducteur de la voiture rouge, qui ne l'a peut-être pas vu. Comme ce dernier ne s'est pas encore déporté, le mieux est que j'allume immédiatement mon clignotant gauche afin de m'écarter au maximum et entrer au plus vite dans le champ de vision du conducteur du véhicule blanc. Par conséquent, je m'engage. Ces signaux annoncent la traversée de voies de tramway. Le panneau bleu est placé juste avant ces voies. Ces signaux superposés se lisent séparément. La signalisation « Stop » m'oblige donc à marquer l'arrêt, quelle que soit ma direction. Je dois m'arrêter à la ligne, aussi bien si je tourne à droite que si je traverse la voie. Hors agglomération, les vitesses sont plus élevées et les piétons souvent moins attentifs à une circulation plus faible. Pour ces raisons, la distance latérale minimum pour dépasser un piéton doit être de 1,50 m alors qu'elle est de 1 m en agglomération. Cette distance est nécessaire pour prévoir leurs éventuels écarts. Pour dépasser ces piétons, je laisse donc un espace latéral d'au moins 1,50 m. La lueur que j'aperçois signale l'approche d'un véhicule qui vient de la rue de droite. Étant donné que j'ai la priorité, je peux faire un bref appel lumineux pour avertir son conducteur de mon passage. Comme je roule en feu de route, j'effectue cet appel avec les feux de croisement.
Les rétroviseurs sont réglés en fonction de l'installation. Par conséquent, pour être bien installés et bien voir, je les règle après le siège et le dossier. Rien ne garantit que le sol soit totalement plat. De plus, si un véhicule heurte le mien, celui-ci risque de rouler tout seul et de provoquer un accident. Avant de quitter un véhicule en stationnement, il faut donc serrer le frein de parquage, quel que soit l'endroit. Le panneau lumineux impose une limitation de vitesse temporaire à 90 km/h, en raison d'un pic de pollution. Il a la même signification qu'un signal permanent. Si je roule à 100 km/h, je risque donc une amende. Ce dépassement de la vitesse de moins de 20 km/h entraîne aussi la perte d'un point sur mon permis. En revanche, une suspension du permis ne peut être prononcée que si le dépassement de la vitesse est de 30 km/h ou plus. Avant d'entreprendre un dépassement, vous devez vous assurer que vous n'êtes pas vous-même sur le point d'être dépassé. Ici, une voiture est en train de doubler sur la voie de gauche. Vous ne pouvez donc pas dépasser le camion. Mon véhicule tombe en panne à un endroit dangereux, car ici, je n'ai pas la possibilité de dégager la chaussée. J'actionne donc immédiatement les feux de détresse et les laisserai allumer afin que les usagers qui circulent soient avertis de l'incident. Ils continueront de fonctionner même si je coupe le moteur, quitte mon véhicule et le ferme à clé. Je peux aussi éclairer l'intérieur de la voiture, ce qui la rendra plus visible. Je n'oublie pas de mettre le triangle de présignalisation. Le premier panneau m'annonce un passage pour piétons. Un endroit fréquenté par les enfants serait annoncé par un panneau de danger sur lequel figure un grand et un petit enfant. Le panneau blanc que j'aperçois plus loin constitue la présignalisation d'un carrefour à sens giratoire. Quand je tourne le volant, si ma trajectoire est imprécise, je vérifie si mes pneus sont bien gonflés. En effet, cela peut être dû à un sous-gonflage ou à une crevaison. Si le problème persiste, je vais voir un garagiste. Un piéton, masqué par la voiture stationnée, traverse sur le passage matérialisé, apparemment imité par deux autres piétons. Je dois m'arrêter pour leur céder le passage. Dans le cas numéro 1, je m'engage sans tenir compte du panneau et sans céder le passage car le feu est vert. En revanche, dans le cas numéro 2, le feu étant jaune clignotant, je dois tenir compte de ce panneau qui m'oblige à céder le passage à tous les usagers qui circulent sur la chaussée abordée. L'absence de ligne ne dispense pas du respect de cette obligation.